Trump voulait s'entendre avec la Chine au point qu'il a récemment déclaré, lors de son premier mandat, qu'il considérait le président chinois Xi Jinping comme un très bon ami. Il a fait la déclaration inhabituelle qu'ils étaient amoureux, ce qu'il a également dit à propos de Kim Jong-un. Mais en se concentrant sur le fait qu'il veut avoir de bonnes relations, il a décrit le président Xi comme un grand homme. Je ne suis d'accord avec aucune de ces déclarations, mais j'admire Trump pour son soutien à la paix. Je préfère qu'il parle positivement des dirigeants ennemis sans compromettre la sécurité nationale américaine. La coexistence pacifique nous a bien servi pendant la guerre froide. Bonjour à tous, c'est Pascal des études de neutralité. Aujourd'hui, nous avons une mise à jour avec un invité qui n'a pas été sur le plateau depuis plus d'1 an. Je parle de David Pine, un ancien officier du personnel des armes de combat et du quartier général de l'armée américaine, qui était en charge de la coopération en matière d'armement avec l'ex-Union soviétique et d'autres régions. Il est actuellement directeur adjoint des opérations nationales pour le groupe de travail sur la sécurité nationale et intérieure. David publie également un Substack réussi et bien entretenu appelé The Real War, où il analyse les affaires internationales et la politique nationale américaine. Compte tenu du fait que le président Biden vient d'annoncer qu'après plusieurs semaines à dire qu'il allait rester en place, il a finalement laissé la place à Kamala Harris pour probablement devenir la candidate à la prochaine présidence. Et que Donald Trump a survécu à une tentative d'assassinat. Maintenant, nous avons essentiellement 4 ou 5 mois devant nous où la politique est imprévisible. Je pense que nous n'avons jamais vu une situation comme celle-ci auparavant. Nous avons beaucoup à discuter. Alors, bienvenue de nouveau, David. Merci beaucoup de m'avoir de nouveau invité à l'émission. David, commençons par ce que tu as vu la semaine dernière. Tu étais à la Convention nationale républicaine, n'est-ce pas? C'est presque un événement d'une semaine, ou au moins 4 ou 5 jours. Donald Trump a été officiellement désigné comme candidat et il a nommé J.D. Vance comme son vice-président. Comment c'était? Qu'as-tu vu? Quelle était l'ambiance sur le terrain? Eh bien, c'était vraiment excitant. L'une des choses que je veux souligner, c'est qu'il n'y avait aucun signe de colère à propos de Trump ayant été abattu. Il n'y avait pas d'attitude vengeresse. Bien sûr, il y avait des critiques de l'administration Biden-Harris ici aux États-Unis. Et la guerre juridique, où ils ont essayé de jeter Trump en prison. Biden a été beaucoup plus autoritaire que n'importe quel président que nous avons eu, peut-être depuis FDR. Mais c'était très excitant. L'ambiance était légère, optimiste et unificatrice. Je n'ai vu aucun signe de raciste ou d'extrémiste que les démocrates prétendent faire partie de la coalition républicaine. Donc, c'était très multiracial. Pour ceux qui l'ont regardé, il y avait un très grand pourcentage d'Afro-Américains, quelques Hispaniques et Asiatiques. C'est une coalition multiraciale. C'est une coalition pour la paix. Le Parti républicain, qui était autrefois le parti de la guerre pendant mes jeunes années, pendant les années Bush, est maintenant le Parti de la paix. C'est un parti de centre-droit. Je ne dirais pas que c'est un parti conservateur. C'est plutôt une coalition de centre-droit qui accueille des personnes de toutes les tendances politiques. Le président Trump a vraiment bien fait passer ce message. Il a abandonné toutes ces attaques mesquines, comme ses surnoms juvéniles, appelant Biden « Joe le corrompu » et toutes ces choses. Il a dit « Tout cela appartient au passé. Nous n'allons pas en parler. Nous allons les appeler par leur nom, et c'est tout. Nous allons essayer d'être au-dessus de tout soupçon. »
Je pense qu'il a fait un assez bon travail à ce sujet, surtout lors de la convention. Concernant la fusillade, je crois que l'assassin était probablement de mèche avec des personnes de l'État profond qui voulaient faire taire le président Trump parce qu'il prône la paix, notamment avec la Russie. Vous savez peut-être qu'on a dit que JFK avait été assassiné par la CIA pour avoir voulu la paix avec l'Union soviétique. Je pense que c'est probablement vrai. Je pense que c'était la principale raison pour laquelle il a été abattu. Il a engagé les premiers accords de contrôle des armements avec les Soviétiques. Il a cédé plus en réglant la crise des missiles cubains qu'il n'a récupéré. Bien que cela n'ait pas été public à l'époque, il a essentiellement abandonné la doctrine Monroe, qui était un principe fondamental de la politique étrangère des États-Unis. Il a promis de ne jamais envahir Cuba, qui est resté sous contrôle communiste et l'est encore aujourd'hui. Il a également retiré des missiles nucléaires de Turquie et d'Italie. En retour, les Soviétiques ont retiré la plupart de leurs missiles de Cuba, puis les ont tous retirés un an ou deux plus tard. Oui, c'est un bon parallèle. Je veux dire, JFK est en fait quelqu'un qui a compris, du moins la crise des missiles de Cuba l'a bien montré, qu'il y a des limites même pour une superpuissance, et que les intérêts de l'autre partie doivent en fait être pris en compte pour avoir une sorte d'accord stable. Est-il juste de dire que Donald Trump est maintenant beaucoup plus proche de ce type de pensée que les néoconservateurs? Joe Biden et les néoconservateurs autour de lui, en particulier Jake Sullivan et Blinken, ne l'ont jamais été. Jake Sullivan and Blinken and so on have ever been, because the most frustrating thing for me as an outsider and foreigner. Parce que la chose la plus frustrante pour moi, en tant qu'étranger et non initié, c'est que ces gens semblent tellement déterminés à imposer leur vision du monde aux autres, même aux Russes. Et cela devient très dangereux. Pensez-vous que Donald Trump et les personnes qui l'entourent maintenant, bien que la question de savoir qui il choisira pour son cabinet soit importante, soutiennent une vision plus réaliste de l'équilibre des pouvoirs mondiaux? Si vous regardez le Parti républicain et comment il s'est tourné vers des figures comme J.D. Vance et comment Mitch McConnell a perdu du pouvoir, pensez-vous que cela indique une approche plus réaliste? Cela est absolument vrai. En 2016, Trump a pris le contrôle du Parti républicain des néoconservateurs de l'ère Bush, qui avait été dominant pendant 16 ans. En choisissant J.D. Vance, il a renforcé son approche de paix avec la Russie. J.D. Vance a été un fervent opposant à l'aide à l'Ukraine, réalisant que l'aide américaine prolonge la guerre et a causé la mort ou les blessures d'1 million d'Ukrainiens à ce jour. Cette aide n'a fait que causer la mort et la destruction en Ukraine, où ils ont perdu 30% de leur population, principalement en tant que réfugiés, 30% de leur PIB et 18 ou 19% de leur territoire. Quand tout cela aurait pu être réglé avec l'accord d'Istanbul, où les Russes se sont engagés à retirer leurs troupes du territoire contrôlé par l'Ukraine avant la guerre. Même avant cela, c'était simplement un bout de papier, une garantie écrite que l'Ukraine ne rejoindrait jamais l'OTAN, signée par le président. Cela aurait pu être fait sans aucun coût. Tout ce gâchis aurait pu être évité. J.D. Vance comprend cela. Trump comprend cela. Trump s'engage à mettre fin à la guerre en 24 heures. Le choix de J.D. Vance est le changement le plus notable, car il avait Mike Pence comme vice-président auparavant. Mike Pence est un faucon de guerre néoconservateur très extrême. Il a prononcé un discours à l'Académie militaire, informant les cadets qu'il combattrait bientôt la Russie, la Chine et l'Iran. Il s'attendait donc, et peut-être avait-il l'intention que sa présidence les envoie en guerre pour combattre ces trois pays. Il avait une vision très apocalyptique et n'était pas du tout timide à propos de la Troisième Guerre mondiale. Trump, en termes de politique étrangère, a probablement pour objectif numéro 1
d'éviter la Troisième Guerre mondiale. Beaucoup de gens croient que Trump serait belliciste contre la Chine. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'il a donné toutes les indications qu'il ne défendrait pas Taïwan militairement. Je ne pense pas qu'il l'annoncerait à l'avance. Cela pourrait causer de la confusion de la part de la Chine, ce qui pourrait être dangereux. S'il prévoit effectivement d'attaquer Taïwan, il pourrait potentiellement nous attaquer de manière préventive. Je ne pense pas qu'il ferait cela, mais c'est possible. Je pense que Trump nous tiendrait à l'écart d'une guerre avec la Chine et d'une guerre directe avec la Russie. Il pourrait résoudre la guerre en Ukraine, sinon le premier jour. Alors, dans la première semaine de sa présidence, à condition qu'il ait de bons conseillers. J'ai présenté un plan de paix la semaine dernière ou il y a 2 semaines qui fournit une feuille de route pour mettre fin à la guerre en un jour ou une semaine. J'ai beaucoup d'espoir qu'il le ferait. Il s'est même exprimé contre Netanyahou, le premier ministre d'Israël, en déclarant qu'il a commis des erreurs majeures avec la guerre à Gaza et qu'il a perdu beaucoup de soutien international pour Israël. Avez-vous vu des signes que l'équipe de Trump est déjà en train de former un plan? Nous sommes dans une situation très spéciale. Je ne connais aucun autre moment où un président en exercice, qui avait été initialement nommé pour être le candidat pour le prochain mandat, a ensuite été forcé de partir. C'est maintenant le chaos de la transition, peu importe qui ce sera. Pensez-vous que l'équipe de Trump planifie déjà cela? Ce sera très dangereux si le président Biden reste président, tandis que Kamala Harris devient la favorite. Cela pourrait déchaîner tous les individus bellicistes du cabinet pour faire ce qu'ils veulent, car ce ne seront pas eux qui devront ramasser les morceaux. Cela va être super dangereux. Comment comprenez-vous la situation actuelle? Et comment pensez-vous que l'équipe de Trump va la gérer? Eh bien, je pense que vous avez tout à fait raison. Il n'y a pas grand-chose que l'équipe de Trump puisse faire, bien sûr. Nous sommes le parti hors du pouvoir. Nous contrôlons la Chambre, mais à peine. Le président de la Chambre s'est allié aux démocrates sur l'Ukraine. C'est aussi un néoconservateur et un impérialiste. Donc en réalité, Trump et J.D. Vance sont les seules voix puissantes au sein du Parti républicain qui ont du pouvoir comme contrepoids au régime Biden-Harris. Ils s'expriment contre toutes ces politiques bellicistes. Donc vous avez tout à fait raison. Je partage vos craintes. Je pense que l'Amérique entre dans une période très dangereuse dans laquelle Biden, bien sûr, est un canard boiteux et peut faire ce qu'il veut, essentiellement. À moins d'assassiner Trump, ce que j'hésite à dire, Wright a peut-être déjà tenté de le faire. Et bien sûr, le mettre en prison, ce qu'il pourrait encore faire, car le 18 septembre, il y a une audience de condamnation pour Trump qui pourrait se terminer par l'envoi de Trump à la prison de Rikers Island, qui est notoirement violente. Beaucoup de détenus y sont assassinés. Je ne pense pas que cela va arriver, mais je pense qu'il y a une très bonne chance qu'il puisse être placé en résidence surveillée. Heureusement, J.D. Vance pourrait être un très efficace substitut de campagne sur le terrain. Mais cela souligne simplement le fait que, bien que Biden ait prétendu lutter contre l'autoritarisme, une guerre contre l'autoritarisme en Ukraine, en fait, il l'a importé ici aux États-Unis. Je suis absolument d'accord avec vous. Pour quiconque a prêté attention au cours des 2 dernières années, il est devenu de plus en plus clair que Joe Biden est tout ce qu'il a dit qu'il combattrait. C'est un projet de projection absolue que nous avons vu. Cela devient maintenant si évident que même en politique étrangère, nous voyons des changements significatifs. Par exemple, Orbán est passé de Kiev à Moscou, à Pékin, à Washington pour assister à la réunion de l'OTAN, puis immédiatement à Mar-a-Lago.
Le président Trump a déjà un impact sur la politique étrangère, et tout le monde regarde. Les Russes disent qu'ils ne se soucient pas de savoir qui deviendra le prochain président, et qu'ils ne mènent pas leur guerre en fonction des cycles électoraux américains. Mais tout le monde sait que c'est significatif. Cela fait une énorme différence. Donc, tout le monde regarde de près. Avez-vous d'autres indications que l'équipe de Trump pourrait déjà être en contact avec des dirigeants mondiaux pour augmenter les chances d'une stabilité au cours des 4 ou 5 prochains mois? Absolument. L'équipe de Trump a activement rencontré des dirigeants européens pour discuter de ce à quoi ressemblerait une politique étrangère de Trump et pour apaiser leurs craintes. Il est très étrange que l'OTAN et les dirigeants européens semblent nerveux à l'idée que Trump puisse mettre fin à la guerre. Qu'est-ce qui pourrait être mieux pour l'Europe qu'une fin de la guerre et un retour à la paix, à la stabilité et à la sécurité? Je sais, et David, cela me fait mal de le dire, mais nous avons vraiment besoin des États-Unis et probablement de Donald Trump pour sauver les Européens de leur propre stupidité auto-imposée. En ce moment, nous n'avons que 2 ou 3 dirigeants responsables, un en Hongrie, un en République tchèque, et peut-être un autre de l'autre côté du Bosphore, qui essaie de prévenir une guerre européenne mondiale. En ce sens, cela me fait mal de dire que nous dépendons vraiment des Américains pour nous sauver de cette guerre et de nous-mêmes. Cela inclut même les Suisses, bien qu'ils essayent habituellement d'au moins paraître corrects sur le papier. Pensez-vous que J.D. Vance influencera la réflexion sur la politique étrangère dans l'administration Trump ou l'équipe Trump à l'avenir? Ou d'autres acteurs au sein de l'équipe auront-ils plus d'influence? Je pense que J.D. Vance sera le conseiller dominant du président Trump sur les questions de politique étrangère. Le vice-président Pence a joué un rôle similaire dans l'administration Trump. C'est pourquoi cela semblait si bipolaire. La politique étrangère de Trump était un peu bipolaire pendant le premier mandat parce qu'il annonçait le retrait de toutes les troupes américaines de Syrie. Et puis cela ne se produisait pas. Il l'a annoncé 2 fois sur Twitter. Et nous savons maintenant que Mike Pence et d'autres néoconservateurs ont saboté cet effort. Trump voulait se retirer d'Afghanistan avant l'élection de novembre 2020, mais il a également été saboté dans ce domaine. Il voulait aussi retirer les troupes d'Irak. Je pense que Trump a appris sa leçon parce qu'il sait maintenant que ce sont les responsables néoconservateurs de l'État profond qui ont saboté son agenda conservateur America First, en particulier en matière de politique étrangère. Donc, vous ne pensez pas qu'il referait cette erreur? Il n'y avait pas que Mike Pence, il y avait aussi Pompeo. Pour le secrétaire d'État, c'était Bolton, le morse, qui était assis à côté de lui pendant 1 an et demi à 2 ans, lui chuchotant à l'oreille. Des gens absolument horribles, les pires en termes de politique étrangère pacifique. Pourquoi pensez-vous qu'il ne répétera pas de telles erreurs? Parce qu'il y avait le canular de la collusion Trump-Russie, et une partie de cela impliquait des néoconservateurs. Beaucoup de ces initiatives ont été sabotées ou vaincues. On l'en a dissuadé, essentiellement. Il n'est certainement pas un président parfait, mais il a été le meilleur président que nous ayons eu depuis Ronald Reagan, surtout en termes de paix, sans nouvelle guerre. Il était très déterminé à mettre fin aux guerres éternelles au Moyen-Orient. Cependant, je pense que Robert O'Brien est probablement la plus grande menace en tant que potentiel secrétaire d'État. J'ai une source interne qui est amie avec lui. Les néoconservateurs le soutiennent apparemment comme leur meilleur espoir d'influencer Trump dans une direction néoconservatrice,
en particulier sur la Chine. Mais je ne pense pas qu'ils réussiront dans ce domaine. Même O'Brien a déclaré en coulisses qu'il aimerait voir la guerre en Ukraine se terminer. Je pense que la façon dont il veut que cela se termine est peut-être un peu différente de celle de Trump. Il y a eu une divulgation récente, je ne me souviens plus de la source d'information, mais je pense que c'était Axios, qui a rapporté que Fred Fleitz, qui était chef de cabinet de John Bolton, est auparavant connu comme néoconservateur. Et puis bien sûr, Keith Kellogg, qui a été conseiller à la sécurité nationale par intérim de Trump pendant une semaine ou deux, avait été le conseiller à la sécurité nationale de Pence. Ils ont proposé un plan de cessez-le-feu dans lequel l'administration Trump, qui arriverait l'année suivante, ferait pression sur Zelensky pour qu'il entame des négociations de paix avec la Russie pour un cessez-le-feu permanent. Cependant, cela ne fournit aucune incitation pour que Zelensky accepte réellement un accord de paix avec la Russie. Cela ne l'inciterait qu'à un cessez-le-feu permanent. Donc c'est un peu la base. Donc je pense que le pire des scénarios serait que nous assistions à un cessez-le-feu permanent et à la fin de la guerre en Ukraine pendant au moins quelques années, 2 à 4 ans minimum, espérons-le, de manière permanente. Cela permettrait aux États-Unis de recentrer la dissuasion militaire, les systèmes d'armes et les forces aériennes et navales dans le théâtre du Pacifique. Ceci serait conçu pour dissuader la Chine d'envahir Taïwan. Bien sûr, Trump a entrepris quelques actions provocatrices, comme envoyer des destroyers à travers le détroit de Taïwan pour provoquer la Chine sans raison, sous le prétexte de la liberté de navigation. Mais pour la plupart, Trump voulait s'entendre avec la Chine. Récemment, il a dit que pendant son premier mandat, il considérait le président chinois Xi Jinping comme un très bon ami. Il a même fait la déclaration étrange qu'ils étaient amoureux, ce qu'il a également dit à propos de Kim Jong-un. Cela montre qu'il voulait avoir de bonnes relations. Il a décrit le président Xi comme un grand homme. Je ne suis d'accord avec aucune de ces déclarations. Mais j'admire Trump pour soutien à la paix. Je préfère qu'il parle positivement des dirigeants ennemis, sans compromettre la sécurité nationale américaine, bien sûr. Il vaut mieux viser la coexistence pacifique, ce qui nous a bien servi pendant la guerre froide. Le confinement a aidé à gagner la guerre froide, mais ce n'est que lorsque nous avons intégré des négociations pacifiques, des accords de contrôle des armements et des sommets bilatéraux que le dirigeant soviétique Gorbatchev a décidé de faire s'effondrer l'Union soviétique et d'abandonner l'Empire soviétique. Nous avons besoin de la paix par la force, mais de nombreux néoconservateurs ne comprennent pas que nous avons besoin de la paix en parallèle avec la force militaire. Cela ne peut pas être juste un... Confrontation et guerre. Oui, vous n'êtes pas un pacifiste qui voudrait abandonner l'armée américaine. Je veux dire, évidemment, vous avez 2 chars juste derrière vous. Mais vous n'êtes pas en faveur de projeter la force partout tout le temps et de constamment chercher des conflits qui ont moins de 50% de chances de vous mener quelque part. La question devient alors, bien sûr, qui sera le prochain président? Ce n'est pas une certitude. Mais pour le moment, une question que j'ai en tête concerne Donald Trump, qui est maintenant dans une position très forte. Vous savez, je pense que la position la plus forte que nous puissions examiner est la comparaison d'un candidat avec d'autres dans le passé, surtout en tenant compte de la faiblesse de l'opposition. Mais y a-t-il des factions au sein des républicains, comme les factions néoconservatrices, dont Donald Trump a besoin pour avancer? Même pour quelqu'un d'aussi populaire et consolidé que lui, il y a encore des personnes dont il dépend pour progresser sans encombre. Eh bien, je pense qu'il veut une lunette.
Le plus grand aspect de cela est la faction néoconservatrice qui domine la direction du Congrès républicain, du moins à la Chambre. De toute évidence, le chef de la minorité au Sénat, McConnell, a été largement hué lors de la convention. Il a été le seul à être hué si fort que personne n'a pu entendre ce qu'il avait à dire. Vraiment? Le sentiment contre Mitch McConnell était-il si fort? Oui, tout le monde le rejette. Il est le principal leader néoconservateur du Parti républicain. Il y a d'autres raisons pour lesquelles ils l'ont hué. Il a été contre Trump et a soutenu les destitutions de Trump en coulisses. Il a dit beaucoup de choses négatives sur Trump, même s'il l'a soutenu à contre-cœur après que Haley s'est retirée. J'ai trouvé très encourageant de voir l'enthousiasme et l'excitation pour J.D. Vance et l'opposition aux néocons. Les seuls néocons dont Trump pense avoir besoin sont ceux du Congrès. Le président Johnson a toujours été très favorable à Trump. La principale faction est celle des républicains de la Chambre, car ils contrôlent effectivement la Chambre des représentants. D'accord, d'accord. Donc, il n'y a pas de liberté absolue dans ce qu'il veut faire. Il doit y avoir une forme de négociation lorsqu'il s'agit de former le cabinet s'il est élu. Vous savez, je ne dirais pas cela. Je ne dirais pas que Trump pense qu'il doit faire des compromis avec qui que ce soit. Trump, bien sûr, a été élu en 2016. Il était un néophyte politique, n'ayant jamais été élu à aucun poste, même pas au conseil municipal ou à d'autres postes de bas niveau. Lorsqu'il est devenu président, il ne comprenait pas vraiment comment les choses fonctionnaient. Il était un peu naïf en faisant confiance à l'establishment, que nous appelons maintenant l'état profond dans le Parti républicain, pensant que s'il partageait le pouvoir avec eux, ils lui seraient loyaux. Et il a découvert à ses dépens que ce n'était pas le cas. Il sabotait continuellement chacun de ses mouvements. Tout ce qu'il essayait de faire, qui était conservateur, axé sur l'Amérique et antimondialiste, ils essayaient de le saper. À ce stade, s'il est élu, je ne pense pas qu'il se sentira redevable envers qui que ce soit. Je ne pense pas qu'il ressentira le besoin de partager le pouvoir avec qui que ce soit, sauf son vice-président. Donc, je pense qu'il aura les mains libres et considérera toute victoire électorale, même par une petite marge, comme un mandat. Ça ne m'inquiète pas trop. À quoi ressemble le paysage médiatique en ce moment? Je veux dire, je lis le New York Times, Politico et quelques autres médias pour comprendre la propagande actuelle. Mais je suppose que vous lisez aussi plus de publications du côté républicain. Est-ce que plus de réalisme et de sentiments anti-guerre commencent à s'infiltrer dans les publications républicaines aux États-Unis? Ou est-ce qu'elles sont toujours fermement sur un pied de guerre? J'ai vu le réalisme s'infiltrer dans les médias conservateurs, les médias grand public centristes, et même dans une certaine mesure dans les médias libéraux. Je me souviens avoir proposé des idées telles que mon accord de sphère d'influence, que j'ai défendu en 2019, et mes critiques de la guerre en Ukraine. Quand j'ai cherché en ligne, je n'ai rien trouvé. J'avais l'impression d'être la seule personne avec ces idées. De nos jours, si je cherche une opposition à la guerre en Ukraine, il y a une multitude d'articles expliquant pourquoi il est insensé de se battre jusqu'au dernier Ukrainien dans une guerre ingagnable contre la Russie, qui est écrasante sur le plan militaire, économique et industriel. À certains égards, il surpasse les États-Unis et l'UNOPEI, réunis en termes d'obus d'artillerie de 152 mm. Donc je suis très encouragé par le virage que nous avons observé vers le réalisme en matière de politique étrangère. Je pense que cela se reflète dans les opinions du peuple américain.
Il y avait un sondage, probablement de la fin 2022 ou du début 2023, qui montrait que 55% des Américains voulaient mettre fin à la guerre en Ukraine et 71% des républicains ressentaient la même chose. Ce sentiment écrasant s'aligne avec les thèmes de l'Amérique d'abord, du nationalisme et de la paix par la force. Une vraie paix, pas la fausse paix que les néoconservateurs prétendent soutenir. Ces concepts ont reçu un soutien populaire massif lors de la Convention nationale républicaine. Maintenant, bien sûr, je dirais, ayant assisté à un certain nombre de conventions de ce type, que les militants ont tendance à être un peu plus conservateurs que les électeurs républicains en général. Mais quand même, je pense que c'était assez représentatif de ce que ressentent les républicains en général. Il y a aussi cet autre changement super intéressant qui se produit. Comme vous l'avez dit, le Parti républicain est passé d'une position pro-guerre à une position pro-paix. Et il devient maintenant le parti pro-travailleur. Exactement. J.D. Vance est également un champion de cela. Je pense que les républicains n'ont pas vraiment abandonné une partie du discours néolibéral sur la réduction des impôts pour les entreprises, etc. Mais ils sont maintenant très fermes sur la volonté d'imposer des restrictions à l'importation pour développer notre propre économie et payer de bons salaires à nos travailleurs manuels. C'est génial. Cela pourrait provenir directement d'un parti social-démocrate, n'importe où en Europe, avec l'idée que nous devons soutenir les travailleurs. D'où cela vient-il? Et quelle est, selon vous, l'importance de cette partie du Parti républicain aujourd'hui? Eh bien, il y avait un candidat à la présidence que je soutenais dans les années 90, Patrick Buchanan. Il a travaillé dans l'administration Reagan et il a défendu toutes ces questions. L'Amérique d'abord, des tarifs plus élevés, des emplois pour la classe ouvrière, l'augmentation des salaires et de bons emplois dans la fabrication. Ce sont toutes des questions qu'il a défendues lors de sa campagne de 2000 pour la nomination du Parti de la Réforme. Et ce qui s'est passé, vous savez, c'est que Pat Buchanan est allé à son... Pat Buchanan est descendu à son... La première campagne présidentielle de Donald Trump était quelque peu tiède. Ce n'était pas une campagne à part entière, mais il a tout de même concouru pour la nomination du Parti de la Réforme en 2000. Il était un candidat différent à l'époque, juste avant de passer au Parti démocrate. Il était beaucoup plus centriste, voire même de gauche à bien des égards. Cependant, il y avait au moins un sujet sur lequel il a toujours été cohérent. La restauration de la base industrielle manufacturière et de défense de l'Amérique et la défense de bons emplois pour la classe ouvrière. Ce sont des questions qu'il a toujours défendues. Son rival de l'époque, Patrick Buchanan, défendait également ces causes. Le président Trump a essentiellement repris le programme de campagne de Pat Buchanan et l'a fait sien en 2016, au point que Pat Buchanan n'est plus reconnu pour cela. Tous ces problèmes, vous savez, nous y pensons instinctivement avec le président Trump. En toute franchise, il a défendu la classe ouvrière dans ses 3 campagnes présidentielles, 2016, 2020 et 2024. Lors de sa dernière campagne, il a beaucoup parlé de l'homme oublié, de la femme oubliée et des ouvriers de la classe ouvrière qui ont perdu leur emploi à cause de l'ALENA. C'était un thème majeur lors de la Convention nationale républicaine à laquelle j'ai assisté la semaine dernière. Traditionnellement, c'était des questions républicaines. Pendant les années Eisenhower, nous soutenions les tarifs douaniers. C'était clairement inscrit sur la plateforme. Nous soutenions des tarifs douaniers modérés, basés sur les revenus, pour maintenir la fabrication ici chez nous. Et puis, probablement à partir du milieu, à la fin des années 80, nous avons commencé à adopter le globalisme. Nous avons adopté l'idée du libre-échange unilatéral avec la Chine
où nous aurions de faibles barrières commerciales, mais il pourrait avoir des barrières commerciales élevées. D'une manière ou d'une autre, cela était censé nous bénéficier. En réalité, cela a drainé notre richesse, réduit nos salaires réels et nuit à la classe ouvrière et à la classe moyenne inférieure que Trump a priorisée. Pendant ce temps, le Parti démocrate a oublié ces groupes alors qu'il est devenu le parti des élites, des milliardaires et des multimillionnaires. Donc, vous avez raison. D'une certaine manière, le Parti républicain ressemble maintenant aux sociaux-démocrates d'Europe. C'est un changement incroyable. Les gens qui pensent encore en termes de gauche et de droite, de noir et de blanc, ne peuvent pas comprendre tous les changements. Ils commencent à mal interpréter parce qu'ils voient ces choses comme statiques. Mais évidemment, le Parti républicain est actuellement en train de subir un processus de renouvellement significatif de l'intérieur. Les démocrates essaient de dépeindre cela comme une prise de pouvoir maléfique par un autoritaire qui veut s'emparer du pouvoir, et donc, ils croient qu'ils doivent utiliser des moyens juridiques pour se débarrasser de lui. Mais supposons que les gens ne soient pas stupides. Heureusement, une grande partie du grand public voit en réalité à travers cela. La question maintenant est, que va faire l'autre camp? Pensez-vous que les démocrates ont une chance de sortir du désordre absolu dans lequel ils se sont manœuvrés? Et qu'en dit-on dans votre région? Que vont-ils essayer de faire pour sauver cette situation? Oui, eh bien, comme vous l'avez mentionné dans le New York Post, ils ont publié un article qui révélait que ce sont les hauts responsables du Parti démocrate qui ont forcé Biden à démissionner. Il l'a fait sous protestation, en se débattant et en criant. Ce n'était pas un acte de patriotisme. Il a littéralement été menacé par le 25e amendement, où Kamala et les membres du cabinet l'auraient forcé à quitter ses fonctions. Il a accepté à contre-cœur après 3 semaines et demie de chantage depuis le débat présidentiel, où il a célèbrement bégayé et n'a pas pu aligner 2 phrases. Mais je pense que le Parti démocrate s'est vraiment rallié derrière Kamala Harris. Au cours des dernières 36 heures, elle a été soutenue par tous ses rivaux potentiels du Parti démocrate. Les seuls 3 grands démocrates qui ne l'ont pas encore soutenue sont l'ancien président Barack Obama, Hakeem Jeffries, le chef de la minorité à la Chambre, et Chuck Schumer, le chef de la majorité au Sénat. Elle va donc se rendre à la convention en tant que candidate présomptive. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Mark Kelly pourrait être recruté pour se présenter contre elle. Mais je pense que ce ne sera qu'un spectacle pour prétendre que c'est une convention ouverte, alors qu'en réalité, elle est assez truquée. Trump a longtemps dit que les démocrates truquaient leurs élections. Ce n'est pas seulement les élections générales qu'ils truquent. Ils truquent aussi les primaires. Maintenant, bien sûr, pour être juste, Trump a essayé de faire la même chose avec les conventions récentes. Il n'a pas eu besoin de truquer quoi que ce soit car il aurait gagné massivement de toute façon. Il est la figure conservatrice la plus populaire du Parti républicain. Mais je pense que Kamala est susceptible de... Elle pourrait très bien choisir Mark Kelly, qui est le sénateur de l'Arizona. C'est un ancien capitaine de la marine américaine, un ancien officier supérieur de la marine et un ancien astronaute. S'il se présente contre elle, il sera présenté comme le 2e candidat ayant obtenu le plus de voix. Il sera le choix logique et un soutien solide pour elle. Cependant, un sondage publié aujourd'hui la montre 9 points derrière dans une course avec Trump et des candidats de tiers partis. Donc elle a beaucoup de terrain à rattraper. Je pense que les démocrates ont l'intention de voler cette élection, tout comme je crois qu'ils ont volé la dernière élection présidentielle en 2020.
Et donc ils peuvent le faire par le biais d'algorithmes de vote. Ils peuvent le faire par le biais d'immigrants illégaux. Il y a eu une énorme campagne aux États-Unis contre l'identification des électeurs. Vous savez, Trump a toujours pensé qu'il fallait adopter le modèle français pour les élections, qui inclut l'identification des électeurs, le vote le jour même, un jour férié national et pas de vote par correspondance. Cela vise à garantir que nos idéaux républicains soient inclus dans notre système de vote démocratique et que les traditions soient maintenues. Mais les démocrates ont été en guerre avec la démocratie à tant de niveaux, avec l'autoritarisme, les poursuites judiciaires et la campagne contre l'intégrité des élections. Donc malheureusement, bien que Trump va gagner tous les sondages, je ne pense pas qu'il va perdre son avance. Je pense que son avance va diminuer un peu après la Convention nationale démocrate. Mais je ne serais pas surpris si Trump avait 6 points d'avance dans la moyenne des sondages, au moins 5 ou 6 points d'avance le jour de l'élection. Si les démocrates volent même 5% des voix, cela pourrait provoquer de la violence dans ce pays. Pas une guerre civile à l'échelle de ce que nous avons vu auparavant, mais des troubles massifs, car les gens sauront que l'élection a été volée. Elle n'a jamais été volée de plus de 3,2% en termes de moyenne de Real Clear Politics, que les deux partis considèrent comme la référence d'une société de sondage. C'est vraiment incroyable que de nombreuses élections présidentielles américaines soient contestées à un niveau ou à un autre. Revenons simplement à l'année 2000 et à celle entre Al Gore et George Bush Jr. Vous avez tout à fait raison. Il n'est absolument pas clair qui portera le flambeau et franchira la ligne d'arrivée, à la fois officiellement et officieusement. C'est un énorme problème, parce que ce soit truqué ou non, si un camp accuse l'autre de tricherie et de suppression d'informations, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour une énorme agitation civile. L'autre camp pourrait faire de même. Disons que Donald Trump gagne et que les démocrates commencent à crier à l'injustice en disant « Vous avez triché, vous avez triché. Nous avons des preuves irréfutables. » Nous avons 51 anciens chefs des services secrets qui ont tous dit que c'était truqué et que vous aviez été aidé par la Russie, Vladimir Poutine, Xi Jinping et les Iraniens. Ils prétendent que vous êtes un ennemi de l'État. Je pourrais imaginer un scénario comme celui-là, qui serait également extrêmement dangereux, n'est-ce pas? Pensez-vous? Pensez-vous que les démocrates accepteraient la défaite ou recourraient à de telles tactiques de diffamation? Ma plus grande crainte lors de l'élection présidentielle de novembre 2020 était que Trump gagne avec une très faible marge. Ensuite, les démocrates, en particulier les émeutiers d'extrême gauche, descendraient dans les rues et brûleraient les villes. Pendant les émeutes de George Floyd, même le 30 mai 2020, ils ont attaqué la Maison-Blanche. Ils ont essayé de lyncher le président Trump, au point que la Maison-Blanche a dû éteindre les lumières pour la première fois, je pense. Les tireurs d'élite du Secret Service ont pris position alors que la première barrière de la Maison-Blanche était franchie. Trump et sa famille, y compris sa femme et son fils, ont été poussés dans la section souterraine de la Maison-Blanche pour leur propre protection. Trump n'a jamais oublié cet incident. Il était très en colère que la sécurité de sa femme et de son fils ait été compromise par les manifestants d'extrême gauche. Si Trump devait gagner, même s'il remportait une large majorité des votes légaux, mais que la fraude des démocrates faisait paraître le résultat très serré, les démocrates descendraient certainement dans la rue et commenceraient à brûler des villes. On ne sait pas ce qui pourrait se passer, mais ce serait certainement aussi grave
que les émeutes de George Floyd en 2020 pendant l'été. Des choses très dures et un peu déprimantes à penser. Je me rends compte en vous parlant que maintenant, dans cette situation de la politique américaine, tout devient un jeu de devinettes, y compris la politique étrangère. Il n'y a tout simplement plus de certitude sur qui fait quoi au cours des 6 prochains mois. Avez-vous d'autres réflexions que vous aimeriez partager, notamment en termes de politique étrangère? Comment voyez-vous l'évolution de l'Ukraine, de la Chine et de l'Iran dans ce nouveau contexte de la politique américaine? Eh bien, je pense que la chose la plus significative dont je peux parler concernant la Chine est que les dirigeants chinois considèrent Biden comme une fenêtre de vulnérabilité. Biden, bien sûr, a été compromis par sa famille, qui a reçu 31 millions de dollars de sociétés chinoises liées au renseignement militaire chinois. Ils craignent que Trump puisse être un président plus sévère contre eux, certainement sur le plan commercial, mais pas militairement. Je ne pense pas qu'ils comprennent cela pleinement. S'ils prévoient de bloquer ou d'envahir Taïwan, ce que je crois fermement qu'ils prévoient de faire, je pense qu'ils le feront dans la période d'octobre-novembre. Ce qui va se passer juste avant l'élection, je pense que ce sera un blocus. Ils vont probablement essayer d'éviter une invasion, avec l'idée qu'un blocus pourrait forcer Taïwan à capituler en quelques semaines, peut-être en aussi peu que 2 ou 3 semaines. Si cela devait se produire et que les États-Unis ne faisaient pas de mouvement pour briser le blocus, une sorte de mouvement militaire, je pense que Taïwan réaliserait qu'il n'y avait aucun intérêt à résister et il choisirait d'accepter la réunification forcée. Mais comme vous le savez, j'ai proposé un plan similaire à une confédération de style ULWARE. Ce plan de réunification préserverait un haut niveau d'autonomie et d'autogouvernance taïwanaise au sein d'une confédération chinoise. Il permettrait également à Taïwan de maintenir le contrôle de ses forces militaires. Cependant, il placerait Taïwan fermement dans la sphère d'influence chinoise et couperait tous les liens militaires avec les États-Unis. Je pense que ce serait une solution acceptable pour la Chine, malgré leur insistance sur une réunification complète sans compromis. Ils pourraient le voir comme une étape vers une réunification complète, acceptable à court terme. Cette approche pourrait certainement éviter une guerre à grande échelle entre les États-Unis et la Chine, ce qui menacerait la stabilité mondiale. Je ne sais pas ce que pense Pékin. Il est simplement clair que la seule ligne rouge qu'ils ont est une déclaration d'indépendance de Taïwan. En l'absence de cela, le statu quo a bien servi ces deux entités. N'oublions pas que la Chine est le plus grand partenaire commercial de Taïwan. Malgré leurs luttes existentielles des deux côtés, ils ont réussi à maintenir une relation entre eux. Donc, si on en reste là, nous avons de bonnes raisons de croire qu'aucune catastrophe majeure ne se produira. Nous verrons bien. David, les gens peuvent te trouver sur Substack, n'est-ce pas? C'est ta principale plateforme. David, people can find you on Substack, right? That's your main channel? Yes, The Real War. Oui, The Real War, depine.substack.com est mon site web. Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais discuter brièvement de mon plan de paix pour l'Ukraine. Oh, je vous en prie, allez-y. Oui, bien sûr. Oui, j'ai récemment publié un plan de paix en 10 points pour l'Ukraine, le 13 juillet. Je venais de terminer les préparatifs pour le publier lorsque la nouvelle de la fusillade impliquant Donald Trump est arrivée. Essentiellement, je pense que le problème a été l'accent mis par l'administration Biden sur le fait de faire reconnaître à la Russie que l'Ukraine devrait rester un allié militaire des États-Unis.
Pendant ce temps, la Russie veut simplement que toutes les troupes américaines et de l'OTAN quittent l'Ukraine. Je pense que c'est un objectif plus important que la neutralité. Ils se sont concentrés sur la neutralité. Mais si vous regardez comment ils ont réagi à l'expansion de l'OTAN, c'est pas qu'ils avaient un énorme problème avec l'expansion de l'OTAN en soi. Ils ne voulaient pas avoir de troupes, d'infrastructures ou de bases de l'OTAN là-bas, en particulier des systèmes d'armes capables de transporter des armes nucléaires déployées dans les anciens pays du pacte de Varsovie ou les anciennes républiques soviétiques. Donc, ce que j'ai changé dans ce nouveau plan de paix, c'est que l'Ukraine deviendrait essentiellement un allié non OTAN de l'Occident. Il s'engagerait à ne jamais rejoindre l'OTAN. Il ne serait pas neutre, mais il devrait se désarmer militairement au niveau de l'Allemagne. Beaucoup de gens réalisent que l'armée allemande n'est pas très forte. Elle est assez faible en ce moment. Ils ont un grand nombre de véhicules blindés, certainement beaucoup plus que ce que la Russie aimerait voir en Ukraine. Mais en termes de chars, ils en ont beaucoup moins que l'Ukraine. Ils ont probablement plus d'avions et de navires. Mais en général, en termes de système d'armes, je pense que le niveau de l'armée allemande serait un baromètre utile pour limiter les systèmes d'armes ukrainiens à un niveau que la Russie trouverait acceptable. La Russie a déclaré qu'elle voulait que l'armée ukrainienne soit réduite à 50% de ses troupes en service actif d'avant-guerre. Au-delà de cela, je pense qu'il est vraiment important d'avoir un accord plus global qui inclut la Russie dans l'infrastructure de sécurité de l'Europe. Nous pourrions y parvenir par des accords réciproques et des dispositions dans l'accord de paix où les États-Unis retireraient toutes leurs troupes d'Europe de l'Est. C'est vraiment une partie du plan de Trump, apparemment, de restructurer l'OTAN. Nous pourrions même, comme je l'ai mentionné précédemment, retirer toutes nos armes nucléaires d'Europe occidentale, tout en maintenant l'OTAN sous le parapluie nucléaire des États-Unis. Actuellement, nous n'avons que 150 bombes gravitationnelles. Elles seraient mieux utilisées si elles étaient transférées dans le Pacifique occidental, sur des porte-avions de la flotte et des porte-avions. Nous aurions alors une sorte d'accord de sphère d'influence. Nous accepterions de ne pas avoir de relations militaires ou de livraison d'armes aux anciennes républiques soviétiques, à l'exception des pays baltes qui sont membres de l'OTAN. La Russie pourrait promettre la même chose pour l'hémisphère occidental et l'OTAN également. Le but de mon accord de paix est de s'inspirer du modèle de l'entente cordiale anglo-française de 1904. La Grande-Bretagne et la France, qui avaient été des ennemis implacables pendant des siècles et n'avaient été brièvement alliés que pendant la guerre de Crimée, décidèrent de mettre en place un accord de sphère d'influence pour s'assurer qu'elles ne se feraient plus la guerre. Elles ne sont devenues alliées qu'en 1914, juste après le début de la Première Guerre mondiale. Ma proposition est d'établir une entente russo-américaine, un grand partenariat stratégique pour la paix. J'ai écrit à ce sujet dans National Interest il y a quelques années, suggérant que cela pourrait mettre fin à la guerre froide avec la Russie. Cela éliminerait la menace militaire russe pour l'Europe, à la fois conventionnelle et nucléaire, ainsi que la menace nucléaire pour les États-Unis. Cela servirait essentiellement à neutraliser l'alliance militaire sino-russe. De cette manière, la Chine ne croirait plus que la Russie la soutiendrait militairement en cas de guerre avec les États-Unis au sujet de Taïwan. Une autre disposition que j'ai incluse dans l'accord est un nouveau traité de réassurance, similaire à celui entre l'Allemagne et la Russie en 1887. Ce traité a empêché la formation de l'alliance franco-russe jusqu'à ce que le Kaiser Wilhelm II le rompe imprudemment.
Mais c'est le genre d'accord que je pense que nous pourrions avoir avec la Russie. Nous pourrions convenir que si l'un des deux pays était attaqué par un tiers, l'autre pays ne nous ferait pas la guerre. Par exemple, si la Chine attaquait les États-Unis, alors la Russie s'engagerait à rester neutre. Je pense que ce serait un bon modèle pour aller de l'avant. Cela accomplirait le désir de Trump de mettre fin à la guerre en 24 heures et irait beaucoup plus loin en établissant une paix globale. Je crois qu'il a en fait soutenu cela en 2016, mais a été empêché de le mettre en œuvre en raison du canular de la collusion Trump-Russie. Et vous savez, la dernière chose que vous venez de proposer est des clauses de neutralité. Elles étaient extrêmement populaires au 19e siècle et elles font en fait un retour. Avez-vous regardé le traité entre la Corée du Nord et la Russie? Ils incluent cette clause. Elle est dirigée contre la Chine. Si l'un des deux a un problème avec un troisième État, l'autre partie ne rejoindra pas ce troisième État contre eux. C'est exactement la même chose. Les Russes comprennent très bien ce jeu. Je suis assez sûr qu'ils sont suffisamment pragmatiques pour dire que si les États-Unis reviennent en tant qu'acteurs diplomatiques et non seulement comme un maniaque de la gâchette, ils seraient probablement disposés à envisager de nouveaux accords. Et vous avez raison. Cela aurait un impact sur la situation avec la Chine, bien que je sois assez sûr que les BRICS et des groupes similaires continueront. Une chose qui est claire maintenant, c'est que compter sur un monde qui fonctionne uniquement sur une infrastructure contrôlée par les États-Unis et une finance mondiale n'est pas une bonne option pour les autres. Donc, la construction de structures alternatives continuera certainement. Mais les États-Unis, dans ce nouvel environnement, peuvent certainement être l'un des trois plus grands acteurs. La question est de savoir ce qui se passera en conséquence. Je pense que votre plan de paix a un grand potentiel, car il contient tous les aspects réalistes importants. Les gens peuvent lire à ce sujet dans The Real War de David Pine. David, merci beaucoup de m'avoir rejoint aujourd'hui. Merci beaucoup. C'était un honneur d'être dans l'émission.